Bonjour. Bonjour. Bon matin. Je vais faire la présentation en français, ça vous va? Donc, alors, la plupart des slides sont en anglais, mais on va traduire en live, ça ne devrait pas être un problème. Donc, bienvenue, merci d'être présent pour cette petite conférence sur le financement participatif et le jeu vidéo. Ça va compléter aussi l'atelier que je fais demain après-midi, mais les deux sont... l'un n'est pas obligatoire pour l'autre. Donc il n'y a pas de problème. Et donc je vais d'abord me présenter comme ça, voilà. Donc bonjour, je m'appelle Thomas Bidot. Je gère une société qui s'appelle Eco Partners, basée en Angleterre, qui fait de la communication et du marketing pour le jeu vidéo. Je suis dans l'industrie depuis un certain temps et, j'ai un intérêt particulier pour le financement participatif depuis un certain nombre d'années. J'ai d'abord commencé par regarder le process d'un point de vue données et tendance, parce qu'en 2012, il y a eu beaucoup de projets qui se sont financés et c'était intéressant de voir à quel point c'était quelque chose qui ne concernait que quelques projets qui faisaient beaucoup d'argent ou si ça se répercutait à tous les niveaux de budget. Et puis, je me suis retrouvé avec des partenaires avec lesquels on travaillait sur le marketing et le PR qui voulaient faire des campagnes de financement participatif. Et donc, on a aussi utilisé cette expérience par rapport à la donnée et par rapport à ce qu'on avait observé sur la plateforme pour les accompagner dans leur travail pour monter les campagnes. J'ai moi-même supporté beaucoup de projets. Je viens avec l'angle de le financement participatif. C'est quelque chose qui, moi, me parle en tant qu'utilisateur. Donc, j'ai backé un peu plus de 500 campagnes à ce jour. Et j'ai accompagné à différents niveaux, parfois du simple conseil et parfois gestion de campagne complète, un peu plus d'une centaine de campagnes. La plupart sur du jeu vidéo, mais j'ai aussi travaillé un petit peu sur des campagnes de jeux de plateau, documentaires et animation, ce genre de choses. On a une newsletter hebdomadaire qui reprend les projets qui ont été lancés sur Kickstarter en jeu vidéo chaque semaine pour un peu donner un petit snapshot sur comment le secteur évolue. Elle est disponible pour tout le monde. Le QR code, je pense que c'est mon Blue Sky. Voilà, qui est aussi en bas de toutes les slides. Et on va parler donc financement participatif, jeux vidéo, en 2025. Ouais, c'est un échantillon des campagnes sur lesquelles j'ai travaillé. C'est la plupart des campagnes sur lesquelles je travaille. Donc, comme je disais au début, je viens de l'angle de la donnée initialement. J'ai travaillé longtemps dans le jeu en ligne. On a fait beaucoup de travail autour de l'analyse de données pour comprendre les activités. Et j'ai un peu toujours ce biais donné de regarder comment les différentes composantes de l'écosystème se comportent en fonction des chiffres, plutôt que de regarder juste l'impression qu'on a parce qu'on a vu des gros titres et ce genre de choses. Et donc, donc ça, ce sont des chiffres qui vont jusqu'en 2024. C'est le nombre de projets, c'est le nombre d'argent levé par le jeu vidéo chaque année sur Kickstarter. La plateforme qui va vous intéresser le plus, ça sera Kickstarter, on pourra en parler rapidement, mais c'est celle sur laquelle se déroule le plus de campagnes de jeux vidéo de manière très notable. Et on voit effectivement qu'en 2012, avant 2012, il n'y avait pas grand-chose. Le projet qui avait levé le plus d'argent avant 2012, c'était un jeu mobile qui s'appelle Zombie Run, qui avait levé 90 000 $, ce qui était très bien pour eux, ça a lancé sur leur projet. Mais en 2012, Tim Schafer lance Double Fine Adventure, une campagne de crowdfunding pour financer son prochain jeu d'aventure point and click.
mais il n'a pas très confiance dans le fait qu'on puisse financer un jeu vidéo, donc c'est présenté comme un jeu vidéo et un documentaire pour documenter le jeu. Et ça se passe plutôt très bien. Et d'un seul coup, les médias de jeux vidéo parlent de Kickstarter, d'un seul coup, d'autres studios se lancent sur Kickstarter, et on a une première apparition de jeux vidéo en financement participatif de manière notable. Je ne vais pas faire toute l'histoire, mais entre 2012 et 2015, le crowdfunding est encore nouveau, frais, motive pas mal les gens. Et on voit toujours des campagnes qui font plusieurs campagnes par an qui font plusieurs millions et qui font qu'effectivement, on est dans des montants dans les 30-40 millions de dollars par an. Une petite baisse en 2014, mais pas forcément dans le nombre de projets. Mais voilà. Même si ça a baissé, on se retrouve effectivement avec toujours une vingtaine de millions de dollars par an qui viennent de Kickstarter pour accompagner des projets, financer des projets. Alors, c'est une goutte d'eau dans le coût de développement des jeux vidéo, mais pour ces projets-là, c'est une vraie source de soutien financier. Quand on regarde le nombre de projets, alors oui, 2024, meilleure année depuis 2015. Voilà. Donc 26 millions de dollars, donc plutôt une bonne année, si on regarde purement à l'argent qui rentre dans l'écosystème de cette façon-là. Si on regarde le nombre de projets qui sont financés sur Kickstarter, on n'a pas cette même baisse drastique du nombre de projets financés après 2015. On reste toujours dans les 350 ou plus projets financés par an. Et avec une légère croissance en termes de tendance. Mais 2024, 463 projets, c'est l'année avec le plus de projets jeux vidéo financés sur Kickstarter. Et j'ai un dernier slide, et après j'arrête avec les chiffres. C'est un slide sur le nombre de projets par argent obtenu sur Kickstarter. Parce que c'est bien de voir que Tim Schafer est capable de faire 3 millions de dollars, mais quand on n'est pas Tim Schafer, combien d'argent on peut faire? C'était la question que je m'étais posée initialement quand j'ai commencé à creuser les chiffres sur le financement participatif. Et on voit que donc j'ai découpé ça dans des tranches extrêmement arbitraires, donc moins de 10 000 dollars, 10 000 à 50 000 dollars, 50 000 à 100 000, 100 à 500 000 et 500 000 et plus. Et effectivement, on voit que les projets qui font 500 000 et plus étaient très populaires et ont bien marché en 2013-2015. Mais 2024, c'est l'année où il y a eu le plus de projets qui ont fait plus de 100 000 dollars sur Kickstarter depuis l'existence de la plateforme. Donc il y a une tendance à voir les projets lever plus d'argent et un plus grand nombre de ces projets qui lèvent plus d'argent. Donc la santé de la plateforme Kickstarter par rapport aux jeux vidéo est plutôt saine et bonne. Ça n'explose pas, mais c'est en croissance régulière. Alors pourquoi 2024 a été la meilleure année pour Kickstarter pour le jeu vidéo? C'est pas forcément une bonne nouvelle pour le jeu vidéo. Référence au discours d'introduction, je n'ai pas besoin d'insister là-dessus. Mais c'est pas non plus une plateforme qui a perdu sa pertinence. Elle est toujours là, elle fonctionne. Alors, on peut aussi parler très rapidement des projets à moins de 10 000 dollars. Il y a aussi beaucoup de projets qui sont des projets plus hobbyistes, des gens qui ont besoin de 2 000 à 3 000 dollars pour rajouter de la musique, embaucher un animateur, rajouter un peu de polish sur leur projet. Et c'est un vrai composant de la plateforme en termes de volume. Mais on se retrouve quand même maintenant avec plus de pendant longtemps, le projet médian faisait moins de 10 000 dollars. Maintenant, on a passé ce cap maintenant. Alors, je vais parler un petit peu de qu'est-ce qui rend un projet compatible avec le financement participatif. On va parler d'amour. Le financement participatif, c'est un outil de communication, c'est une manière de rendre votre jeu visible auprès de gens qui ne le connaissaient pas, mais c'est surtout un moyen de cristalliser les gens qui ont déjà une relation avec vos jeux
et de financer le jeu à travers ces personnes-là. Et ça nécessite que les gens qui suivent votre jeu aient un contact émotionnel avec le jeu et aiment le jeu. L'expression que j'utilise, c'est le financement participatif, c'est pour les gens qui aiment qui love the game, pas like the game, qui adorent le jeu plutôt qu'ils aiment bien le jeu. Ça marche plus en anglais. Alors dans ce cadre-là, j'ai une série de red flags, de projets qui ne marchent pas, qui marchent moins bien, qui marchent rarement, à qui je recommande d'éviter le financement participatif dans 99% des cas. Donc le premier, c'est les jeux pour enfants. Les jeux pour enfants, ça ne marche pas. Il faut s'adresser à deux audiences. Il faut que les enfants connaissent le jeu ou il faut que les parents connaissent le jeu. Si les parents connaissent le jeu, il faut qu'ils sachent que leur enfant va aimer le jeu. Il y a un délai entre le moment où on finance un projet en financement participatif et au moment où il livre, qui n'est pas très compatible avec le cycle d'intérêt des enfants ou la façon dont il est perçu. Pas de jeu pour enfants. Les free-to-play, j'ai beaucoup travaillé dans le free-to-play, notamment quand je faisais exclusivement du jeu en ligne. C'est l'opposé du financement participatif. Le financement participatif, c'est on parle du jeu et des mois plus tard, vous aurez la possibilité d'y jouer. Le free-to-play, c'est vous y jouez et une fois que vous avez joué, vous allez commencer à dépenser de l'argent dedans. Il y a plein de choses qui sont des points communs, mais fondamentalement, d'un point de vue philosophique, conceptuel de ces différents exercices, ils sont à des spectres opposés et on voit que effectivement les jeux free-to-play, c'est très 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 difficile de faire un jeu free-to-play en financement participatif. Et les jeux mobiles. Alors il y a une galaxie de raisons pourquoi les jeux mobiles ne sont pas financés en financement participatif. Il y a le prix moyen qui fait qu'il faut un plus gros volume de gens pour obtenir le même argent. Il y a la difficulté de distribution sur les plateformes. Il y a l'absence d'audience dédiée aux jeux premium sur les jeux mobiles, qui est facile à identifier et à amener sur la plateforme, qui rend le truc plus difficile. Le fait que le free-to-play est incompatible avec le financement participatif. Voilà, une galaxie de raisons. Mais le mobile, il y a une catégorie dédiée aux jeux mobiles sur Kickstarter. C'est une toute petite catégorie. C'est pas ce que je recommande. Voilà. Ne pas faire de jeux mobiles free-to-play pour enfants sur Kickstarter. Dernier red flags, c'est les jeux qui n'ont pas l'amour. Les jeux qui sont intéressants mais sans plus. Les jeux qui n'ont pas d'audience, qui sont à fond dedans. C'est pas forcément des mauvais jeux, mais c'est pas des jeux qui vont motiver les foules au sens wisdom of the crowdfunding. C'est aussi à éviter. Et ça, c'est un peu plus dur à évaluer, surtout quand c'est son propre bébé, parce qu'on aime son enfant. Mais il y a des moyens de regarder comment se comportent les audiences avec lesquelles on discute pour voir si on a un jeu qui intéresse les gens ou un jeu qui va motiver une fraction, une niche qui veulent vraiment que ce jeu existe. Alors après, j'ai des green flags, j'ai des signaux positifs. Donc évidemment, les jeux qui sont extrêmement aimés. Combien de gens dans la salle connaissent Critical Role ? C'est une référence à moi. Critical Role, c'est une chaîne Twitch, c'est des créateurs de contenu qui jouent à Donjons et Dragons sur Twitch et qui ont une audience extrêmement engagée, extrêmement fan de ce qu'ils font. Et ils ont le record de la campagne de crowdfunding la mieux financée pour une série d'animation. La série d'animation étant une catégorie très difficile à financer. Ils étaient à 14 millions de dollars. Donc ils ont une audience très dédiée. C'est une campagne intéressante à regarder parce que c'est une campagne qui n'est pas possible à reproduire en termes de la façon dont les thresholds dans les rewards font que ça coûte très cher pour très peu de choses, mais c'est pas grave parce qu'on adore. Je dis ça, j'ai baqué. Le jeu il faut qu'il existe dans son composant, dans son identité. Donc là, c'est Thimbleweed Park. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeu point and click dans la grande tradition spécifiquement de Maniac Mansion par le créateur de Maniac Mansion. Et en gros, c'est ah oui, il faut que ça existe.
J'adore ces jeux-là. Alors ça peut être de la nostalgie, ça peut être du fandom par rapport à des créateurs, etc. Mais c'est si le projet n'existait pas, je serais triste. Des jeux qui ont des concepts forts et simples à communiquer. Exemple ici, c'est Superhot. Qui connaît Superhot? Voilà. Donc, un first-person puzzler où on shoot des gens. Le temps bouge quand moi je bouge. Une direction artistique minimaliste, ultra identifiable. Des aplats blancs, des personnages, les ennemis sont en rouge. Ultra facile à exprimer, ultra facile à démontrer. Une campagne Kickstarter qui a bien marché. J'ai un autre exemple que j'aime bien qui est Homestuck. Qui connaît Homestuck? Ah, c'est pas mal. C'est un webcomic américain avec un fandom extrêmement dédié, avec toute une thématique autour du jeu vidéo dans le webcomic. Le projet avait fait en jeu vidéo, ils avaient fait, je crois, quasiment 2 millions de dollars. Personne dans le jeu vidéo n'en avait entendu parler parce que c'était complètement resté dans la bulle de fandom du webcomic. Voilà. Alors, ensuite, pour que le projet fonctionne, j'ai quelques composants un peu importants. C'est montrer le jeu. Donc ça, c'est The Good Life, c'est une campagne sur laquelle j'ai travaillé. Quand on a lancé la campagne, il y avait une campagne de relations presse, le jeu était montré à des journalistes, etc. Mais il n'y avait pas de démo. La campagne se passait bien, mais n'allait pas réussir à mi-campagne. On a décidé ensemble avec le studio de donner la démo qui était montrée à des journalistes à tout le monde, en libre accès. La démo était très rough. Je donne un exemple. Pour quitter la démo, il faut faire Alt F4. Très rough. Mais ça a changé la courbe de la campagne. Mi-parcours, ça a repris, ça continue à monter. Notamment parce que donc le créateur du jeu, Swery, a des gens qui le suivent de très près, qui sont très fans de ces jeux. Et il y a des gens qui ont dit je vais faire une vidéo de la démo, c'est pas grave si elle est rough. Ça a donné beaucoup plus de visibilité au projet, grâce notamment à ces vidéos YouTube et Twitch. Et ça a permis à la campagne d'obtenir son goal et d'être réussi au final. Aller dans les niches. Les niches, c'est bien pour le crowdfunding. Là, c'est un exemple de Iron Harvest, c'est un RTS. Le RTS n'est plus une grande catégorie de jeux vidéo comme ça pouvait l'être dans les années 90, début 2000. Mais c'est un projet qui a très bien marché. Ils ont fait aussi plus d'1 million d'euros. Ils ont eu une très bonne audience parce que il y a une niche qui, toujours à ce jour, veulent des RTS et étaient en demande et ont reconnu cette demande dans ce projet-là. Ils savaient aussi où trouver ces joueurs de RTS. Ils ont su où les recruter et les amener sur la plateforme. Enfin, il y a la notion d'histoire. Donc, Omno, c'est un jeu fait par un solo développeur allemand qui était essentiellement animateur dans le jeu vidéo et qui a créé une communauté autour de son histoire de « je suis solo développeur et je fais un jeu et j'ai besoin de votre soutien ». Il a montré le jeu, il a fait une démo, mais il a surtout exprimé l'histoire à son échelle à lui. Et ça lui a permis d'obtenir 100 000 euros, ce qui pour un solo développeur fait une grosse différence. J'aurais pu mettre un exemple plus récent, par exemple Spild, qui était financée l'année dernière, qui est une développeuse néerlandaise, qui pareil avait une histoire elle est caissière de supermarché le jour et développeuse de jeux vidéo la nuit, et ça lui a permis le Kickstarter lui a permis de quitter son job de caissière et de lancer son jeu. Il est sorti il y a 2 ou 3 semaines. Donc le type de projet qui fonctionne bien, c'est... je retrouve mes notes, excusez-moi. Une des raisons pour lesquelles le crowdfunding a perdu son élan initial, c'est l'early access. C'est beaucoup de travail de faire une campagne de crowdfunding. Au moment où on est prêt à faire son crowdfunding, on a une démo, on veut une démo autant que possible. On a du gameplay qui est capturable pour faire des gifs, des vidéos pour faire la promotion du projet pendant la campagne, voire avant la campagne. Pour certains jeux, on n'est pas loin d'être en early access. Donc je pense qu'il y a beaucoup de projets qui sont en fait autant le sortir en early access.
Ne pas avoir ce travail très spécifique à une campagne de financement participatif et commencer à vendre nos jeux et avoir des revenus et financer le reste de la production de cette façon-là. Mais il y a des projets qui ont qui sont des très très bons matchs par rapport à un financement participatif. Donc plus vous avez une identité forte, plus vous êtes dans la capacité de communiquer cette identité, associer l'identité du jeu à ce que les gens veulent voir, créer ce contact émotionnel. Ça peut être la direction artistique, ça peut être du gameplay, ça peut être même des concepts. Moi, je suis très fan de Boyfriend Dungeon. Et donc, Boyfriend Dungeon, très bonne campagne de financement participatif. On prend un dating sim et on met un diable au-dessus. Ça a l'air complètement improbable, mais ça retient l'attention des gens et ça attire l'attention des gens et ça la retient une fois qu'ils regardent de plus près. Avoir une communauté déjà existante, extrêmement précieux, parce que c'est vachement plus facile de les convertir. Ça peut être une IP existante, ça peut être la marque du studio, de dire voilà, on a fait plusieurs jeux, on veut continuer à faire nos jeux de cette façon-là, mais on va faire une campagne de financement participatif pour le prochain jeu. Suivez-nous, vous avez aimé nos prochains jeux. Ça peut être la personnalité d'un développeur, ça peut être tout un tas de choses de ce type-là. C'est là où ça vaut vraiment le coup aussi de travailler la communication long terme pour un studio, pour ne pas recommencer de zéro de projet en projet et avoir ce genre d'opportunité comme le financement participatif. C'est aussi un bon fit si ce n'est pas un bon fit pour l'early access. On voit pas mal de jeux narratifs parce que les jeux narratifs ne peuvent pas aller en early access. Donc ils peuvent se retrouver dans cette phase où ils ont assez pour montrer du jeu pour faire un financement participatif, mais ils ne veulent pas aller sur l'early access parce que ça n'a pas de sens de spoil le jeu, de faire d'un jeu qui dure 3-5 heures, de faire une première partie de 1 heure et demie en early access où les gens vont oublier le contenu de temps que le jeu soit fini, quoi. Donc on voit aussi beaucoup de jeux narratifs, beaucoup de jeux spoilables qui vont sur Kickstarter pour ça. Et ça s'explique bien, c'est-à-dire on veut faire une campagne de financement participatif parce qu'on veut donner une expérience finale qui sera de qualité. Si vous connaissez Witch Bakery, qui est un financement participatif français qui s'est fait l'année dernière, leur travail sur tout ce qu'ils ont fait en stretch goal est très intéressant. J'ai travaillé avec eux aussi, mais leur approche sur la campagne était très bonne. Ça va ? Ça va. Je vais aller sur quelques conseils très pratiques sur les best practices qu'on a sur le financement participatif. Des questions qui reviennent tout le temps. Donc voilà, c'est pas les likes, c'est le love. Ultra important. J'ai travaillé avec beaucoup de campagnes qui ont eu la mauvaise surprise de se rendre compte que leur audience n'était pas aussi engagée que ce qu'ils pensaient. J'ai bossé avec des campagnes qui avaient des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de gens qui les suivaient sur les réseaux sociaux, qui répondaient à leurs messages, à leurs posts, etc. Quand ils sont passés en financement participatif, une grande partie de ces gens-là n'ont pas suivi. Parce que c'était des gens qui étaient intéressants. On peut faire ça de manière interactive ? Oui. Alors, c'est très difficile. Ça va être, plutôt que le nombre de views, ça va être le nombre d'engagements, les gens qui retweetent, qui commentent, qui like. Ça va être qui va faire l'effort d'aller jusque dans un Discord. Mais encore mieux, la meilleure façon de mesurer ça, c'est d'avoir une page Kickstarter Coming Soon. Une page de pré-lancement qu'on communique auprès de sa communauté. Parce que les gens qui, eux, s'inscrivent, qui font l'effort de s'inscrire à une Coming Soon, on le voit, il y a des chiffres précis qui sont quasiment constants de ces gens-là vont transformer. Ces gens-là sont des gens qui vont soutenir la campagne de financement participatif parce qu'ils correspondent à cette catégorie-là. C'est des gens qui, pour pouvoir suivre, ont besoin d'avoir un compte Kickstarter. Donc soit ils ont déjà supporté un projet en crowdfunding, donc ils ne sont pas contre le principe de crowdfunding. Il y a des gens qui n'aiment pas le crowdfunding. C'est une majeure partie de vos joueurs seront des gens qui ne seront pas à l'aise avec cette notion-là. Ce n'est pas un problème. Donc c'est des gens qui sont à l'aise avec cette notion-là, ou encore mieux, des gens qui ont créé un compte juste pour pouvoir vous suivre sur la page. Donc tout ça, c'est utile. Et c'est sûrement la meilleure façon de mesurer
cette notion subtile. Il y a une notion d'élan, momentum, qui est ultra importante en financement participatif. Je vais abuser du fait qu'on a un tableau noir. Yeah. Une courbe de financement participatif, c'est toujours comme ça. Beaucoup au début, ça tombe, ça dure un mois, et ça remonte les derniers jours. Et plus votre point de départ sera haut, et moins bas vous tomberez dans la période qu'on appelle ventre mou, après ça. Donc avoir un bon départ, c'est absolument essentiel. Non seulement ça permet d'avoir une meilleure baseline pendant le ventre mou, mais en plus de ça, il y a un principe qui est extrêmement frustrant, mais qui est vrai en termes de psychologie au niveau des backers, c'est que la façon dont Kickstarter fonctionne, ça s'appelle all or nothing. On met un goal, on va dire j'ai besoin de 100 000 $. Si j'obtiens 100 000 $ promis par mes backers, à la fin de la campagne, leur carte bleue est facturée et l'argent m'arrive. Si on est à 99 000 à la fin de la campagne, il n'y a pas de facturation, personne n'a son argent qui est débité, la campagne échoue et rien ne se passe. Concrètement, personne n'est jamais à 99%. Ce qui se passe, c'est que dès qu'on passe certains paliers, les gens ont plus confiance dans le projet. Quand on arrive sur une page et qu'ils sont à 10%, ils font « Ah, ça a l'air cool, mais 10%, peut-être qu'ils ne vont pas y arriver. » Je ne vais même pas faire l'effort de leur promettre 20 $ au cas où ils arriveraient. Je vais juste passer à autre chose. Alors qu'on voit aussi, quand une campagne atteint son goal, ça monte. C'est-à-dire qu'il y a toujours un petit boost de « Ah, ils ont atteint leur goal, maintenant je vais les soutenir ». Extrêmement frustrant quand on est un créateur de projet parce que pourquoi vous n'étiez pas là au départ ? Mais concrètement, c'est la façon dont les gens se comportent. Et on voit qu'il y a des seuils psychologiques. Le seuil psychologique, c'est 20% dans les premières 48 heures. Si on ne fait pas 20% dans les premières 48 heures, les gens vont instinctivement pas vouloir soutenir la campagne. Les gens ne savent pas que le crowdfunding est là depuis un moment. Il y a des gens qui suivent ça de très près parce qu'ils sont fans. Mais la plupart des backers ne savent pas qu'en faisant 20% au début, en 48 heures, on ne fera pas 40% en 4 jours. On fera moins. Mais ça leur permet de donner confiance. Ils ont déjà fait 20%, il leur reste 30 jours. Ah ouais, on va les soutenir. Et l'autre palier, c'est 50% à mi-parcours. Donc on a fait, voilà, c'est des stats qui viennent de Kickstarter, mais c'est des stats qui viennent aussi de mes propres analyses de données qu'on a récupérées en observant ce qui se passait sur Kickstarter. Elles se recoupent. Si on passe 20% en 48 heures, c'est bien. Si on passe 50% à mi-parcours, on est dans les clous. Je ne sais pas s'il y a des gens du Headbound Club dans la salle. C'était dur, hein? Mais vous avez fait 20% en 48 heures et 50% à mi-parcours? Vous y étiez? Ouais. Donc c'était dur, mais vous y êtes arrivé. Et vous avez eu le boost de fin. Et le boost de fin, vous étiez plutôt bien, non? Au final. Ouais. Voilà. Alors c'est stressant, il ne faut pas penser que ça va arriver de manière magique. Il y a un autre truc qu'il ne faut absolument pas faire, parce que quand j'explique 20% en 48 heures et 50% à mi-parcours, il y a des gens qui font « Ah, je vais mettre les 20% moi-même ». Et le truc, c'est que les 20%, il faut qu'ils arrivent organiquement. Sinon, vous n'avez pas la base de gens qui sont intéressés par le projet, qui vont continuer à vous suivre, quoi. Et ça arrive tout le temps, des gens avec qui je discute, qu'on accompagne sur les projets, où dans les premières 48 heures, ils ont Thomas, il a dit 20%, on va mettre l'argent. Et systématiquement, ça ne crée pas d'effet magique. Il faut que ça soit organique. Alors, ça peut aider de mettre de l'argent soi-même, il n'y a pas de problème. Kickstarter n'est pas contre. Mais ça ne supplante pas le travail de fond de recruter des joueurs et des fans qui vont soutenir le projet. Il faut du gameplay, il faut une démo. C'est vraiment important pour des jeux vidéo de nos jours.
Si vous n'avez pas de démo, il faut vraiment avoir quelque chose qui démontre le gameplay. Mon exemple là-dessus, c'est John Romero. Vous connaissez John Romero? Plutôt pas mal, hein, bon pedigree en termes de game design. Il a fait une campagne de crowdfunding qui a échoué. Pourtant, il cochait pas mal de cases, mais il montrait pas le jeu. Il disait juste, je ferai un first-person shooter, ça sera cool. Et ça s'est pas passé. Alors, voilà. Quand on atteint son goal pendant une campagne de financement participatif, il est courant d'avoir des stretch goals. Dire, voilà, on a fait 100 000 $, à 110 000, on rajoute un chapeau. Voilà. N'annoncez pas vos stretch goals, n'annoncez pas vos stretch goals, n'annoncez pas vos stretch goals. Tant que vous n'êtes pas arrivé à votre goal initial, n'en parlez pas. C'est une distraction, ça sabote vos communications post-obtention du goal. Si vous n'arrivez pas à avoir l'attention de vos joueurs, trouver d'autres sujets, n'annoncez pas vos stretch goals, c'est un piège. Voire, les stretch goals ne sont pas aussi nécessaires qu'on le pense souvent. Le problème, c'est que beaucoup de gens vont regarder des campagnes qui ont très bien marché, voir comment ils ont fonctionné, et on arrive dans une page qui existe depuis 5 ou 6 ans, qui est figée dans le temps depuis la fin de leur campagne. On fait « Ah, ils ont fait 1 million de $, mais c'est parce qu'ils ont eu 30 stretch goals avec tant d'espace et tout, je vais faire la même chose. » Et je fais ça dès le départ. Ne faites pas ça, c'est un piège, c'est un piège, c'est un piège. C'était ma bio Twitter pendant des années. Do not announce the stretch goal. C'est devenu une blague, un mème, mais je rappelle parce que encore aujourd'hui, c'est courant de voir des campagnes qui le font. Uptown, qui est un projet qui s'est fini hier ou avant-hier, fait par des Britanniques anciens Zaum, Disco Elysium. Il y avait des stretch goals sur leur page de campagne et c'était un vrai problème. C'était un vrai problème parce que leur campagne, le goal initial était de 75 000 livres, je crois. Ils l'ont atteint assez vite. Et puis ensuite, c'était rien pendant des semaines. Ils ont péniblement fait 100 000 livres. Et leur goal, qui était ultra cool jusqu'à 300 000, ils ne les ont jamais fait. Et en tant que fan du jeu, c'est plus, au lieu de célébrer le succès du jeu, c'est « Oh, regardez tous les trucs qu'on n'aura pas ». N'annoncez pas vos stretch goals. Très pragmatique. Oui. Il faut les prévoir. C'est bien de les prévoir. Les prévoir, il faut absolument les prévoir. Il ne faut pas improviser à la dernière minute. On pourra en parler si j'ai un peu plus de temps, mais c'est un truc qu'on peut faire amplement dans la session d'atelier demain. Mais en gros, c'est absolument indispensable de les prévoir. S'ils ne sont pas prévus, c'est mieux de ne pas faire de stretch goal que de faire un truc improvisé à la dernière minute. Parce qu'on voit que ne pas faire de stretch goal, ça n'a pas un impact extrêmement négatif sur une campagne. C'est mieux d'en avoir, c'est pas grave de ne pas en avoir. Mais oui. Lancer en début de mois, c'est mieux. Finir en début de mois, c'est mieux. Les gens sont payés. Voilà. Donc première paye, je peux me permettre de faire un truc un peu hors du commun. Surtout sur du financement participatif, qui n'est pas une dépense aussi immédiate que d'acheter un jeu. Voilà, c'est un jeu auquel je pourrais jouer dans quelques mois, voire quelques années. Donc c'est mieux de faire ça autour des périodes de paye, surtout au moment des 2 pics. C'est trop cool d'avoir un tableau noir. Le meilleur moment pour lancer une campagne, c'est entre lundi et jeudi. On veut que les premières 48 heures soient des jours de la semaine. Voilà. Et on veut finir autour d'un du mardi au vendredi. On veut que les dernières 48 heures soient aussi un jour de la semaine. Les gens financent moins de campagnes de financement participatif pendant le week-end. La durée idéale, c'est entre 30 et 35 jours en fonction de quand est-ce que tombent les jours de la semaine en question. Je ne suis pas fan du tout des campagnes courtes. On les voit pas mal en jeu de plateau, des campagnes de 2 semaines. Je trouve que ça donne vraiment peu de temps pour que le message se propage et se développe. La logique des gens qui font des campagnes courtes, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans cette période-là. Donc autant la rendre très courte, ça fait moins de distraction, moins de travail. Moi, je trouve qu'il y a quand même un besoin de laisser le mot circuler. Les gens n'ont pas forcément dans les starting blocks systématiquement pour soutenir la campagne. Donc 30-35 jours, c'est pas mal. Voilà, bonne pratique aussi, utiliser Discord. Discord, c'est bien pour communiquer en amont, recruter effectivement les fans et savoir qui est très engagé. C'est pratique pendant la campagne pour dire hey, on
On aurait besoin que vous passiez le mot sur les réseaux sociaux. Si vous faites des sondages en cours de campagne et ce genre de choses, ça permet de réengager votre communauté. Et c'est bien après la campagne parce que ça fait des rewards cool. Voilà. Même ne serait-ce que si vous ne donnez pas un accès privilégié à un canal juste pour vos backers, le fait d'avoir le petit... regardez, dans mes rôles Discord, je suis un backer Kickstarter, j'étais là avant tout le monde. C'est un peu cool. Ça coûte pas cher et c'est apprécié. Qu'est-ce que je voulais dire avec ce slide? Ça parle de timing. Je sais pas pourquoi il y a Twitch, c'est surtout ça en fait. Steam et Kickstarter ont une relation un petit peu compliquée l'une avec l'autre. Voilà, si vous faites un jeu vidéo et une campagne Kickstarter, il faut que votre jeu soit sur Steam, ça sera la majeure partie de vos backers. Vous pouvez faire des versions console, ça sera une moins grande partie que les joueurs PC, et les joueurs PC seront sur Steam. Là où il y a une relation un peu compliquée, c'est les clés Steam que vous allez donner à vos backers seront des clés qui ne compteront pas pour le review score de votre jeu. Donc vos fans ultra hardcore qui vous ont soutenu avant la sortie, qui ont un biais positif de malade, leurs reviews ne compteront pas. Et ne compteront jamais. J'ai discuté avec Valve du sujet à cette GDC et ils ont dit que ça n'arrivera jamais. Donc voilà, on le sait. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des gens qui n'aiment pas Kickstarter mais qui aiment votre jeu, qui vous soutiendront quand même. Donc vous ne perdez pas complètement 100% des choses, mais il faut le savoir. Il y a un autre conflit d'intérêts entre les deux plateformes en termes de communication et de marketing, notamment pendant que vous êtes dans cette phase de pré-campagne, quand vous êtes page coming soon Kickstarter. Quand vous faites de la communication, vous faites un post sur un réseau social, vous faites de la pub, vous faites quoi que ce soit, où est-ce que vous envoyez les gens? Est-ce que vous les envoyez sur Steam? Parce que la wishlist est la mesure toute puissante de tout projet sur Steam. Ou est-ce que vous les envoyez sur Kickstarter parce que vous voulez avoir des followers et vous voulez qu'ils puissent vous montrer leur amour, etc. Alors moi, ma réponse à ça, c'est de faire idéalement ni l'un ni l'autre. Vous les envoyez vers votre site à vous et vous les invitez à s'inscrire sur votre newsletter. Et vous pourrez communiquer avec eux directement parce que ni Steam ni Kickstarter ne vous laissent communiquer avec les gens qui ont des wishlists ou qui sont des followers. Kickstarter vous laisse communiquer avec vos backers. J'en parle un petit peu après, mais vous allez convertir 20% de vos followers en backers. Donc il y a 80% de vos followers en qui vous ne pourrez plus jamais communiquer une fois que la campagne sera finie. Et wishlist, la seule façon de communiquer avec eux, c'est de pousser une update qui trigger le message wishlist, à savoir lancer une démo, lancer un early access, lancer le jeu et les soldes. Donc si vous avez des emails, vous pouvez continuer à discuter avec ces gens-là. Vous pouvez même faire un truc où, quand ils s'inscrivent automatiquement, ils reçoivent un email bienvenue, merci de suivre ma newsletter. Bah ouais, on a un Kickstarter qui arrive, vous pouvez nous follow, tel lien, etc. Je sais plus pourquoi j'ai mis ce Twitch ici. Apprenez l'écosystème. Je pense que c'est bien d'être un backer Kickstarter avant d'être un créateur Kickstarter, de voir comment la plateforme se comporte en tant que pour les backers. C'est une façon de se projeter, de savoir comment vous voulez créer une expérience pour vos propres backers qui correspond à ce que vous voulez faire. Là, on voit le taux de conversion de 32% des followers qui sont convertis en backers. C'est un bon chiffre. Normalement, c'est plutôt... Enfin, la moyenne le médian est autour de 20%. Non, la moyenne est autour de 20%. Ça descend rarement en dessous de 15%. Et il y a des projets qui vont beaucoup plus haut. Et puis là, on voit effectivement la courbe beaucoup au début. Bref. La pub marche bien sur Kickstarter. Là où c'est difficile de mesurer parfois quand on fait de la pub, savoir combien d'argent ça va me rapporter sur Steam derrière, sur Kickstarter. Pendant une campagne, c'est extrêmement facile de savoir, j'ai dépensé $10, ça m'a rapporté X. Et si ça vous rapporte $50 de dépenser $10, vous continuez à dépenser. Parce que c'est intéressant, ça rapporte. L'autre effet qui est important, c'est demander de l'aide. La cross-promotion fonctionne très bien sur Kickstarter. Ça va dépendre de votre genre de jeu, ça va dépendre de l'écosystème dans lequel vous êtes. Mais on voit beaucoup de créateurs de projets qui, quand il y a une campagne similaire à la leur et live, vont la soutenir. Ils font leur update. Bonjour,
on a atteint tel stretch goal. Au sujet, en fait, shout out, tel autre projet est plutôt cool, vous devriez jeter un coup d'œil, ça les soutient. Et c'est c'est une chose positive à faire. Les choses à faire, le plus important, communiquer le plus tôt possible. Notamment avec avoir sa page coming soon des mois avant de faire votre campagne de Kickstarter, c'est vraiment bien. Ça vous permet aussi de voir est-ce que vous êtes prêt, est-ce que vous avez un nombre de followers qui est aligné avec ce que vous pensez vouloir faire en termes de chiffres sur votre campagne. Donc moi ma règle sur le nombre de followers, donc on va transformer 20% de ces followers en backers. Ce 20% c'est les nombres de followers à la fin de la campagne. C'est-à-dire que des followers qui sont au début de la campagne se transforment en un meilleur ratio parce qu'on continue de les accumuler pendant une campagne. Mais l'autre formule que je trouve très utile, c'est de se dire si j'ai envie d'avoir 1000 backers, c'est bien d'avoir 1000 followers. Parce qu'il y a tout un tas de backers qui vont venir sans passer par la case follower. Il y a aussi plein de mes followers qui vont parler à leurs amis. Il y a plein de gens qui vont être en follower avant la campagne, mais des gens avec des profils similaires, quand ils la découvrent, vont juste direct soutenir la campagne et backer. Mais ça permet aussi de se dire est-ce que je suis prêt. Si vous lancez votre page, vous avez une campagne de pré-lancement, vous voulez 500 backers, vous êtes à 50 followers, vous n'êtes pas prêt. Et donc c'est pratique de pouvoir se dire bon, qu'est-ce que je peux faire. Est-ce que si je fais de relations presse, ça change le chiffre. Est-ce que si je fais de la pub, ça change le chiffre, etc. etc. Oui. Oui. Moi, pour le jeu vidéo, je prends le palier qui a le jeu. Donc voilà, mon jeu est à $20, le palier est à $20, plus 50%. Tu vois. Si tu fais à $20, tu vas avoir en moyenne $30 par personne. Si tu veux être conservateur sur la façon dont tu approches tes chiffres, tu dis je prends le palier avec le jeu et pas plus. Tu vois. Et dans ce cas-là, tu es un peu perché, tu es en mode au pire, j'ai une bonne surprise. En moyenne, les gens vont donner plus. Ton palier moyen sera probablement autour de entre 50 et 100% du palier avec le jeu dedans. Mais voilà. Ma recommandation sur la communication, c'est de ne pas faire tous les réseaux sociaux qui existent sur la Terre entière pour essayer de trouver tous les gens possibles. C'est de prendre les quelques réseaux sociaux que vous maîtrisez, sur lesquels vous êtes à l'aise, et de les faire bien. Je ne fais pas bien TikTok, je ne touche pas à TikTok. Voilà, tant pis, c'est bien, il y a des gens qui font ça très bien. Il y a des jeux qui ont des énormes succès grâce à TikTok, mais moi, j'en suis pas capable. Donc, j'y touche pas. Je suis à l'aise avec... ce deck est un peu vieux, pour enlever Twitter. C'est Blue Sky. Voilà. Mais je serais à Blue Sky, Instagram, oui, je suis à l'aise. Donc, faites ça bien. Newsletter, je recommande vraiment très, très, très fortement. Les gens ont peur de la newsletter parce qu'ils se disent « Ouais, je vais spammer les gens, je vais envoyer trop d'emails, je ne sais pas quoi leur dire ». Vous n'avez pas besoin d'envoyer des emails toutes les semaines ou tous les mois. Vous pouvez envoyer des emails quand vous avez des choses à dire. Et deux, ils se sont inscrits. Ils veulent des news. Vous spammez personne. Et si vous spammez, ils se désinscrivent. Et c'est pas grave. Je pense que c'est important de se déstresser par rapport à la notion de newsletter de spam. Si les gens ne veulent pas avoir de spam, ils ne s'inscriront pas, il n'y aura pas de problème. On parlait de mesurer l'engagement, donc le mieux c'est la page Coming Soon. Il y a un autre truc qui marche pas mal, c'est poser la question. Moi j'ai bossé avec des studios qui avaient est-ce qu'on va faire la suite d'un jeu qui a très bien marché, on ne sait pas si les gens veulent la suite et tout. Et littéralement dans la discussion, vous leur avez posé la question, grand blanc. Ils ont un Discord avec des gens extrêmement engagés. Ils ont dit est-ce que vous voulez une suite? Et si on fait une suite, est-ce que vous souteneriez sur Kickstarter ou pas? Alors, il y a des gens qui vont dire oui parce qu'ils veulent que le jeu qui arrive. Si vous considérez Kickstarter, ils vont dire je vais dire oui même si j'ai pas envie parce que comme ça il y a plus de chances que le truc ait lieu. Mais ça donne quand même un indicateur de qualité. Et le coming soon. Voilà. Alors, savoir où est votre audience, allez les chercher. Est-ce qu'ils sont sur Reddit? Est-ce qu'ils sont sur des Discord dédiés? Est-ce qu'ils sont sur des profils, sur d'autres jeux? Comment trouver votre audience en allant voir où l'audience traîne dans les espaces digitaux.
Regardez ce que les autres campagnes ont fait en termes de campagnes similaires. Est-ce qu'ils ont fait de la pub? Est-ce qu'ils ont communiqué à des endroits que vous ne connaissiez pas? Comment ils ont recruté tous ces gens-là? Et est-ce que vous avez des choses simples et faciles à faire pour gagner de l'attention et des backers facilement? Exemple, il y a des jeux qui utilisent qui collaborent avec des musiciens, des compositeurs avec des grands profils. Ben, ils disent, est-ce que ça t'embête de mettre en avant le fait qu'on travaille ensemble? Comme ça, les fans de tel compositeur de musique seront peut-être intéressés par la campagne. Je vais faire un petit truc très rapide sur les Coming Soon, juste montrer à quoi ça ressemble. C'est drôle parce qu'il n'est pas dans la salle, je crois. C'est un projet de Flavien qui est à Adan, mais il est dans l'autre salle. C'est ça, Coming Soon. Une page Coming Soon, juste l'anatomie d'une page Coming Soon. Pendant très longtemps, les Coming Soon sur Kickstarter, c'était juste... non. Pendant très longtemps, c'était juste l'artwork, le titre de la campagne, la description là, qui fait 160 caractères et le profil de l'équipe. On n'avait que ça pour suivre une campagne. Maintenant, on a la possibilité d'avoir quasiment le même volume de contenu qu'une campagne si on veut, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Par contre, ça permet de faire des choses comme renvoyer les gens vers Steam, renvoyer les gens vers un Discord, un Blue Sky, etc. C'est plus facile maintenant de faire ça qu'à l'époque. Et pour obtenir sa Coming Soon, alors, comment faire une Coming Soon sur Kickstarter? Avant de pouvoir faire sa Coming Soon, il faut que la campagne ait été approuvée par Kickstarter eux-mêmes. Mais tout ce que vous faites, l'intégralité de ce que vous faites sur la campagne et la page de campagne que vous faites approuver par Kickstarter avant le lancement et au moment où vous voulez avoir votre Coming Soon, tout peut être changé. Vous pouvez changer les rewards, le montant levé, les dates, le titre. Vous pouvez changer tous les paramètres. Le seul que vous ne pouvez pas changer, c'est la description de votre équipe et de votre compte Kickstarter et l'URL. En dehors de ça, vous pouvez tout changer. Donc ce qu'on fait de plus en plus souvent maintenant, c'est on fait une page bidon, on va dire, remplie d'informations qui concernent le jeu, mais pas forcément avec quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à réfléchir au message, à comment il était présenté, avec quel degré de détail. Il faut qu'il y ait un certain volume de contenu. S'il n'y a pas assez d'informations, Kickstarter dit « Ah, vous allez échouer si vous ne mettez pas assez de contenu, donc revoyez la copie, refaites votre page », parce que pour eux, c'est une page qui est prête à être lancée dans la façon dont le système fonctionne. Donc il faut quelques screenshots, et puis il faut avoir mis du blabla sur la page. Ça nous est arrivé de reprendre texto d'une page Steam, rajouter 2-3 screenshots et utiliser ça pour se faire approuver. Il faut avoir vérifié son profil, il faut avoir passé tout un tas de checks, il faut remplir le questionnaire sur l'usage d'intelligence artificielle, par exemple, sur les choses. Mais une fois qu'on a ça, la campagne a été approuvée, on peut lancer la Coming Soon. Et ne faites pas comme certaines personnes avec qui j'ai bossé qui lançaient la page au lieu de lancer la campagne des mois avant qu'elle était censée être lancée par erreur en pensant que c'était la Coming Soon. Donc vérifiez 2 fois avant d'appuyer sur le bouton. Et oui, donc sur la Coming Soon, au lancement, vous aurez 10 à 12%, et après à la fin de la campagne, vous aurez entre 18 et 20%. C'est important à savoir ce genre de chiffre parce que c'est ultra pratique. En cours de campagne, quand vous ne savez pas comment va être votre boost de fin, est-ce qu'on va y arriver ou pas? Est-ce que je vais être confiant pour y arriver ou pas? On peut au moins se reposer sur ces quelques chiffres en disant « Ok, d'accord, on devrait avoir... Ok, donc si je vais avoir 6% de mes followers qui convertissent les dernières 48 heures parce qu'on est à tel niveau, ça correspond à tant de personnes, tant de pledge moyens. Ah, ok, d'accord, on va faire 8 000 € de plus à la fin. Ok, c'est bien. On peut prévoir ses stretch goals en fonction. On peut voir qu'on va arriver à passer la ligne. Voilà. Il reste 10 minutes. Je vous propose si vous avez des questions, on peut utiliser ce temps-là pour répondre à vos questions. Oui, je vais répéter les questions comme ça, ce sera bien pour... vous faites passer un micro? Ah, vous êtes fort. Oui.
La personne là. Prenez-le bien au-dessus du tout en bas parce que c'est l'émetteur. Voilà, là, c'est bon. Ok. Ma question, c'est à quel point le nombre de backers, ça a une importance par rapport au montant total levé. Parce que par exemple, des fois, on a des campagnes où il va y avoir des très gros backers qui vont donner, je sais pas, 1000, même 5000 euros, parce que des fois, c'est des aides extérieures de banque. À quel point ça a un impact, ça, sur la perception que les gens ont de cette campagne? Alors, deux choses. La perception de la campagne, les backers, les followers, les gens qui suivent la campagne au plus près, globalement, ils veulent tous que tu réussisses. Ils sont dans le même bateau que toi. Et donc, s'ils disent « Oh, il y a quelqu'un qui a mis 5000 balles », trop cool. Ça nous fait aller plus loin, ça nous fait un stretch goal, ça nous amène plus près, plus près de la limite qu'on veut atteindre. Globalement, les gens sont les plus sympathiques, les plus bienveillants par rapport à ta campagne. Ils ne sont pas inquiets par d'où vient cet argent, qu'est-ce qui se passe, etc. La plupart du temps, non seulement ils s'en foutent, mais en plus ils sont contents. Souvent, les campagnes vont avoir des rewards à très haut niveau. Tu vas avoir une reward qui dit, bah voilà, pour 10 000 euros, venez prendre un pot avec nous. C'est là pour une raison. C'est parce qu'il y a des gens qui parfois ont trop d'argent et ils vont dire, bah oui, je vais aller prendre un pot avec eux. Moi, mon expérience, c'est que les gens qui donnent ces montants-là, pas systématiquement, mais souvent, en fait, Quel Non. impact ça peut avoir sur les campagnes qui ont déjà eu lieu et sur lesquelles il faut du coup envoyer maintenant les rewards aux US? Oui. Alors, les frais de douane, en jeu vidéo, moi, ma recommandation, c'est sur les projets de jeux vidéo, à moins que vous ayez un projet qui ait une certaine échelle. Tu vois, dans ma tête, c'est si vous savez que vous allez faire, quoi qu'il arrive, plus de 100 000 euros, si dans votre tête, c'est pas à ce niveau-là, ma recommandation, c'est de ne pas faire de reward physique. Maintenant, il y a des façons de faire des rewards physiques pour plus petit volume qui sont intéressants. Et puis parfois, on le fait aussi pour se faire plaisir, c'est intéressant. On a un jeu qui est très adapté à un reward physique qui serait débile de ne pas le faire. Oui, bah là, en ce moment, c'est l'enfer. Hein. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas un éditeur de jeux de plateau qui dit, qui s'exprime publiquement pour dire comment ils vont gérer les problèmes de frais de douane. Si c'est une campagne qui a déjà été faite, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on voit les backers américains qui sont plutôt positifs par rapport à ça. Si c'est sur le point d'être envoyé aux gens et leur dire, bah, écoutez, ça va nous coûter probablement X de plus, est-ce que tu peux faire un pot où tout le monde contribue pour soutenir les pauvres petits Américains qui ont des frais de douane en plus? Tu peux faire un truc où juste les Américains payent en plus leurs frais de douane. En jeu de plateau, c'est pas rare de voir les jeux de plateau où les Européens paient la TVA séparément. Et donc il y a des gens qui sont en train de parler de, bah, on fera un truc séparé pour les Européens, ils paieront la TVA à part, et on fera un truc à part pour les Américains, ils paieront les frais de douane et les tarifs à part. Donc c'est un truc qu'on peut faire. Il y a un autre truc dont il faut tenir compte, c'est que jusqu'à maintenant, les gens pour les frais de douane, ils prenaient la facture de leur fournisseur et ils disaient ça c'est notre facture et ils payaient les frais de douane là-dessus et les tarifs là-dessus. Mais maintenant qu'on sait que les tarifs vont être à jusqu'à 245% depuis hier, il y a des choses qu'on peut enlever. Tout ce qui est, par exemple, si on fait des figurines, les moules de figurines ne comptent pas dans les frais de douane. Par contre, ça apparaissait souvent dans les factures. Il faut demander une facture où tu sépares tous les trucs qui ne sont pas littéralement production de produits physiques qui passent la frontière. Il y a des trucs comme ça qu'on peut éviter. Mais ouais, c'est un casse-tête pour plein de gens. Hein. Il n'y a pas de vraie solution. Les partenaires chinois qui fabriquent tout un tas de trucs offrent actuellement à leurs partenaires qui ont des projets qui vont aux États-Unis de garder les produits en Chine en attendant de voir comment se déroulent les problèmes de douane gratuitement en attendant de voir comment ça se passe. Parce qu'il faut savoir que quand on a des produits physiques, stocker ça coûte des sous. Parfois ça coûte beaucoup d'argent quand on l'a mal géré. Et donc le fait qu'ils proposent ça, voilà. Il n'y a pas de... C'est la merde. Oui. Qui était en... Passer de main en main jusqu'au plus vilain.
On peut poser la question en même temps, ouais. Non, bonjour, merci déjà pour la presse. Il y a un gros sujet là dont on n'a pas trop parlé, c'est j'ai l'impression que autour de moi, tous les gens qui ont fait des Kickstarter, c'est des histoires d'horreur. Vraiment, c'est un engagement qui est super dur à prendre en tant que développeur de jeux vidéo. C'est même quand ça fonctionne, hein, je parle pas du fait de réussir ou pas la campagne, là, c'est cool, il y en a pas mal qui marchent, effectivement, et tu l'as montré, il y a plein de bonnes pratiques. Mais s'engager sur des choses dans le jeu vidéo, c'est atroce et ça amène tout le temps à des histoires horribles. C'est quoi, du coup, toi, autour de toi, est-ce que tu as plus d'histoires positives que j'en ai? Est-ce que tu as des exemples de bonnes pratiques justement pour ça Est-ce que tu peux me casser cette image mentale de le Kickstarter, surtout jamais? Alors, je suis incroyablement biaisé, tu vois, parce que je continue de travailler sur les projets de crowdfunding, alors que effectivement, c'est pas toujours simple. Moi, j'ai plutôt des histoires positives, mais c'est parce que c'est des histoires où, alors je sais pas de l'autopromotion, mais je suis là en fait. Et les trucs qui font paniquer, ils font pas de problème, ça va se gérer. Et parfois, c'est des faux problèmes. C'est des fausses inquiétudes parce que c'est la première fois qu'ils la gèrent. Et parfois, c'est des vrais problèmes, mais avec l'expérience, avec des choses qu'on a déjà gérées sur d'autres projets, on est capable de les aider OK, ce problème-là, on va le gérer de telle façon, telle façon, telle façon, telle façon. Et clairement, il y a un petit côté, il faut aimer ça. Tu vois. Alors, moi, je peux donner l'exemple, par exemple, de Trash Goblin. Trash Goblin, qui était une campagne l'année dernière. Je les ai aidés, mais je les ai aidés vraiment sur un tout petit truc, quoi. Et je discute avec eux toujours sur ce qui se passe. Littéralement, les deux fondateurs, ils sont en mode, mais on va faire un Kickstarter, mais tous les ans. Enfin, tous les ans. Pour chaque projet. Chaque projet qu'on fera, c'est plutôt tous les ans, toutes les années et demie, tous les projets qu'on fera, on fera un Kickstarter. Aucun doute. Ils ont adoré, ils ont trouvé ça ultra bien. Ils ont une affinité avec l'exercice qui les aide. Mais il faut avoir une affinité avec ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de créateurs aussi qui ne sont pas à l'aise avec le marketing. C'est un exercice très marketing. J'ai fait une conférence il y a des années que je veux refaire à un moment donné, qui sont 10 raisons de faire une campagne de crowdfunding qui n'ont rien à voir avec l'argent, illustrée par des chatons. Et une des raisons que je trouve les plus importantes, c'est l'échec. C'est mieux d'échouer à sa campagne de crowdfunding que de se planter sur son lancement. Et parfois, on se rend compte que c'était dur, c'était pas cool, mais au moins, on sait qu'on n'est pas prêt. On ne sait pas faire de marketing, on ne sait pas où est notre audience, on ne sait pas comment présenter notre projet, on ne sait pas X raisons qui font que le projet n'a pas fonctionné en crowdfunding. C'est une leçon qui est applicable pour le jeu dans son cycle de vie. Alors, si on a besoin de l'argent et que le jeu il meurt à cause de ça, c'est pas cool, quoi. Mais ne pas faire la campagne n'aurait pas aidé, tu vois. Mais c'est pas tout le monde n'a pas une affinité pour ça. Effectivement, c'est pas simple. C'est un exercice qui est très intense, très stressant. Il y a une charge mentale pendant les 30 jours de la campagne qui est très fort. Et je comprends les gens qui veulent faire des campagnes plus courtes à cause de ça. Mais ça a aussi plein d'effets positifs. Wishlist, ça aide les wishlists. Il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Je commence un peu à essayer de creuser le sujet. Ça aide vraiment les projets à passer certains paliers parce que les gens en parlent à un moment donné et ça fait un moment marketing en plus dans le cycle de vie du projet. Ton voisin, parce qu'il a le micro. Ah, c'est l'heure. Je vais sortir et puis si vous voulez qu'on continue, si vous n'avez pas d'autres discussions, on pourra continuer. J'ai le workshop demain, si vous avez le temps et l'opportunité. Merci.